Bonjour, ici Manal Drissi. Bienvenue au balado Voir grand, enregistré dans le cadre du forum du même nom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Daigneault, qui est présidente du Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Elle est responsable, entre autres, des dossiers relatifs à l'environnement, à la santé et aux services sociaux. Elle est une féministe de longue date qui a été intervenante sociale au Centre des femmes de Verdun. Elle a enseigné comme professeure en technique de travail social et la question de la pauvreté lui tient particulièrement à cœur. Dominique Daigneault, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir et j'ai hâte de discuter avec vous aujourd'hui de la façon dont on construit la solidarité entre le milieu syndical et le milieu communautaire. Et d'ailleurs, vous avez commencé d'abord comme militante, vous avez commencé dans le milieu communautaire avant d'être dans le milieu syndical. Donc, comment c'est parti tout ça? Bien, comment c'est parti? En fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été indignée par les injustices, particulièrement le sexisme, le racisme. Je me souviens aussi que quand je voyais les documentaires sur la pollution, ça me faisait capoter. Et puis, il y a eu, en 1978, une grève des prêts-bourses dans les cégeps. Moi, j'étais au secondaire à cette époque-là, mais j'avais plein d'amis au cégep. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on pouvait faire plus que de s'étouffer avec son indignation. On pouvait aussi s'organiser, se révolter, mener des actions. Alors, je me suis mise à peu près à cette époque-là, justement, j'ai participé à des piquets de grève là-bas, puis à participer à toutes sortes de mouvements, entre autres dans un organisme de défense, de soutien aux détenus, à leurs familles, etc., dans le mouvement étudiant. Puis après ça, j'ai pu jamais arrêter de m'impliquer puis de m'engager. Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé un jour de passer de ce militantisme-là au milieu syndical? Mais en fait, je suis devenue syndiquée. Après avoir travaillé une dizaine d'années au Centre des femmes de Verdun, je me suis retrouvée prof en technique de travail social au Cégep du Vieux-Montréal. Puis on est toujours syndiqué CSN. Et puis, ben voilà. Et quand j'étais au Centre des femmes de Verdun, j'avais aussi croisé des militantes du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN. Puis j'avais trouvé que c'était j'ai eu un coup de cœur, littéralement un coup de cœur, parce que je trouvais qu'on savait allier lutte syndicale, lutte sociale. Je trouvais ces interactions et ces solidarités-là entre le mouvement communautaire et le mouvement syndical fort porteuses. Et donc, je me suis dit que si jamais je devenais syndiquée un jour, je viendrais militer, entre autres, au Conseil central du Montréal métropolitain, compte tenu de la nature de cette organisation-là et des enjeux sur lesquels elle travaille, elle milite. Puis en passant du milieu militant au milieu syndical, qu'est-ce que vous avez appris dans le milieu militant que vous avez apporté avec vous dans le milieu syndical qui a créé comme une continuité entre ces deux milieux-là? Bien, en fait, dans le mouvement communautaire, surtout dans le mouvement communautaire autonome, les organisations sont conçues par et pour les membres. Et donc, ça, c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Donc, ça correspondait, ce que je voulais aussi apporter avec moi, puis que je pouvais constater qui était quand même présent, mais que je souhaitais amplifier, c'était justement cette vision du syndicalisme aussi, qui est par et pour les membres. Donc, les membres, à la base, pour moi, c'est extrêmement important, les aspirations, les luttes qui se mènent au niveau local, parce que c'est pas des têtes... Ce qui fait qu'on fait avancer des mouvements, ce ne sont pas leurs têtes dirigeantes. Ce qui fait avancer les causes, c'est quand la multitude se mobilise pour faire avancer les choses, parce qu'une seule personne ne peut pas réaliser des gains pour l'ensemble de toutes et de tous. C'est quand toutes et tous, on se mobilise que les choses changent. Et pour les personnes qui ne sont pas, qui ne connaissent pas nécessairement le milieu syndical, ça peut être difficile de comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous, en tant que présidente du Conseil central du Montréal métropolitain, en quoi consiste votre travail concrètement? Bien, pardon. Le Conseil central, d'abord et avant tout, ce qu'il faut dire, c'est que ça représente les quelques 100 000 membres affiliés à la CSN sur le territoire de Montréal, Laval, le Nunavik et la baie James. Et donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la CSN, on représente des gens de tous les secteurs de la société, que ce soit dans le secteur, dans tous les milieux de travail, que ce soit la construction, la santé, services sociaux, l'éducation, etc.,
nommé un secteur, nous le représentons, ce qui fait que ça fait un vaste champ de solidarité. Et puis, ce qu'on fait, c'est le Conseil central, on appuie d'abord et avant tout les luttes. Lorsqu'un syndicat rencontre des problèmes dans les milieux de travail, que ce soit pour le renouvellement d'une convention collective ou que ce soit lorsqu'il y a des difficultés d'application de celle-ci, bien, le Conseil central est là pour appuyer les luttes de ces syndicats locaux, mais aussi, comme l'ensemble des autres conseils centraux affiliés à la CSN, donc dans toutes les régions du Québec, on est aussi porteur des luttes sociales et politique que mène la CSN, parce qu'un jour, dans les années 60, il y a eu une grande réflexion qui s'est faite, notamment alors que Marcel Pepin était président de la CSN, où on s'est dit, il y a deux fronts de lutte. Il y a le premier front qui est dans nos relations de travail au quotidien, mais il y a aussi le deuxième front qui est l'ensemble des luttes sociales et politiques. Par exemple, tu peux améliorer tes conditions de travail dans ton milieu de travail, mais si en contrepartie, tu n'es pas capable de te loger, tu n'es pas capable de te transporter, que tes enfants à l'école, les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent réussir, que tu ne peux pas te faire soigner, etc., bien, ça n'avantage pas, ça n'améliore pas l'ensemble des conditions de vie de la population. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille tant sur l'appui aux luttes syndicales des syndicats que nous représentons que sur un ensemble d'enjeux sociaux et politiques sur lesquels nous interpellent nos propres membres. Tu sais, c'est les membres aussi qui sont à la base, puis vont dire, bon, ben là, on va s'engager là-dessus, ça, faut que ça change, etc., etc. Là. Puis dans le cadre de ces fonctions syndicales-là, est-ce que vous maintenez un lien avec le milieu communautaire? Oui. En fait, il y a des gens du milieu communautaire aussi qui sont syndiqués chez nous, mais donc on a des relations parce que c'est aussi des syndicats locaux, mais également, de manière plus générale, on travaille, on milite, on s'engage régulièrement et résolument aux côtés de nos camarades des milieux communautaires parce que on n'a pas le luxe de mener nos luttes chacun et chacune de notre côté. Je pense qu'on a un devoir de solidarité si on veut réellement changer les choses pour le 99% de la population qui est exploitée par le fameux 1% dont on a déjà parlé amplement. Et c'est justement ces enjeux sociaux-là et ces projets de société qui unissent le communautaire et le milieu syndical. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples, par exemple, de collaborations qui ont été fructueuses entre le milieu communautaire et syndical? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs exemples. Un très récent, c'est quand on s'est levé, tout le monde ensemble, pour mener la lutte à l'austérité lors des années du gouvernement Couillard. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette austérité-là, puis ces politiques et ces mesures-là de type néolibéral qui coupent dans les services publics et dans les programmes sociaux. Ça fait des décennies qu'elles sont au Québec et un peu partout sur la planète, mais qu'elles frappent aussi au Québec et que les mouvements syndicaux et communautaires savent faire front pour dénoncer les mesures gouvernementales qui massacrent nos services publics et nos programmes sociaux. Donc, dans ces années-là, on a su se regrouper. Il y avait, entre autres, la coalition Main Rouge, de laquelle le Conseil central faisait partie et de laquelle faisaient partie aussi beaucoup d'autres mouvements sociaux. Et il y avait également, un collectif Refusons l'austérité. Et à un moment donné, oui, il y avait des divergences, des différences entre un peu tous les groupes, mais justement, comme je parlais tout à l'heure de devoir de solidarité, vient un moment où ce devoir de solidarité-là, pour changer les choses, passe devant n'importe quelle tension ou divergence, ou à tout le moins, il doit le faire. Puis c'est ce qu'on a pas mal réussi à faire dans ces années-là. Et donc, on a organisé une série d'actions collectives ensemble et qui ont porté fruit, même si on aurait aimé qu'elles portent encore davantage, qu'elles portent fruit encore davantage, là, mais ça, c'est un des beaux exemples. Puis,
autre exemple tout à fait différent aussi de collaboration entre les groupes communautaires, les groupes citoyens et les revendications citoyennes ainsi que les organisations syndicales, c'est comment s'est construit le réseau des services de garde tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a été formalisé à travers la politique familiale, mais adopté par le Parti québécois, mais quand même, sans toutes les luttes sociales qui avaient été auparavant, on n'aurait pas le réseau que l'on a actuellement. Et ça, c'est un exemple extraordinaire de femmes qui se mobilisent parce qu'elles sont syndiquées parfois, mais d'abord et avant tout parce qu'elles sont des femmes et qu'elles souhaitent investir le marché du travail. Et donc, et les organisations syndicales, les groupes communautaires ont pris la balle au bond pour se solidariser, pour exiger, pour revendiquer. Puis ça n'a pas pris 2-3 ans, là. Ça a pris des décennies avant qu'on puisse aboutir au réseau des services de garde, des CPE, des réseaux des services de garde en milieu familial régi que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ce type de lutte-là, puis là, ça, je pourrais vous en parler longtemps, je trouve que c'est un exemple extraordinaire de lutte qu'on a réussi à réaliser ensemble, puis qui ont porté fruit. Donc, je pense que quand on est capable de se mobiliser, de serrer les coudes, on est capable de faire de grandes choses. Vous parliez tantôt de divergence, et je veux dire, c'est plus qu'attendu que quand le champ d'action est aussi large, touche autant d'enjeux sociaux, touche autant de communautés sur un territoire assez grand. De quelle façon on surmonte les défis qui découlent de ces divergences-là? Bien, en les abordant de front. En les abordant de front, d'abord avec les personnes qui vivent, qui peuvent avoir qui peuvent vivre des tensions, quelles qu'elles soient, là, liées à certaines luttes. Il y a un travail immense de sensibilisation à faire lorsqu'on veut mener nos luttes, expliquer pourquoi on les mène, ne pas prendre à la légère, justement, ces éléments de tension ou de divergence-là. Et aussi à l'intérieur des mouvements sociaux, il existe, et c'est tout à fait normal, là, il existe des différences. Il faut apprendre à composer avec nos différences. Ça, c'est essentiel. Être capable aussi de les respecter. Par exemple, une organisation comme le Conseil central, qui représente une centaine de milliers de membres répartis dans près de 400 syndicats qui proviennent de tous les secteurs de la société, c'est certain qu'à l'intérieur de tout ce beau monde-là, il y a plein de débats forts intéressants. Donc, il faut les mener, ces débats-là. Il faut aussi apprendre à reconnaître les obstacles que les uns et les autres ont à surmonter pour pouvoir mener les luttes. Et comme organisation syndicale, moi, je pense aussi qu'il faut ne pas arriver avec nos gros sabots, puis parce que nos organisations sont ce qu'elles sont, puis elles ont leur histoire et leur façon de procéder. Je pense aussi qu'il faut, comme organisation syndicale, être aussi à l'écoute là, de ce que nous renvoient aussi nos partenaires des mouvements sociaux, des mouvements communautaires. Et vous parliez également tout à l'heure du fait que c'est des relations qui sont latérales. Donc, on se rejoint, on se parle d'égal à égal, mais n'en demeure pas moins que le milieu syndical a quand même une structure hiérarchique ou de pouvoir. Est-ce qu'il y a des rapports de pouvoir là-dedans qui sont conflictuels? Est-ce que c'est difficile de solidariser toute une base de gens, des dizaines, des centaines de milliers de gens, alors que pour avancer, il faut quand même qu'il y ait une structure de pouvoir, il faut quand même qu'il y ait des décisions qui se prennent pour aller de l'avant avec ces luttes-là, puis pour pouvoir organiser des actions concrètes qui vont faire en sorte qu'on va faire avancer des dossiers. Donc, est-ce qu'à l'intérieur de ça, il y a des conflits de rapports de pouvoir? Bien, je pense que ça, il y en a un peu partout, là. Nous, ce sur quoi on compte beaucoup, c'est... Ce qu'on essaye de faire, c'est d'être le plus démocratique possible. Si je parle juste de la structure de la CSN, bien sûr, il y a les 300 000 membres de la CSN, mais il y a aussi, je vous parlais des 13 conseils centraux qui regroupent l'ensemble des syndicats de la région. Bref, ça nous permet d'avoir un rapport de proximité plus grand avec les syndicats locaux. Donc, on s'assure, en fait, que la parole se rende. Oui, oui. Puis ça, c'est quelque chose auquel, personnellement, je tiens particulièrement parce que sinon, on devient de grosses boîtes
désincarnée. Et c'est essentiel pour moi que ce soit la voix des membres que l'on porte et que, comme elle est multiple, cette voix-là, que l'on s'assure aussi que la voix des membres entre eux et entre elles soit entendue, que, comme par exemple, en ce moment, au Conseil central, on a adopté un plan d'action contre le racisme systémique, parce qu'on trouve extrêmement important qu'à l'intérieur même de nos instances syndicales, on combatte le racisme systémique, parce qu'on peut constater, en effet, que bien que l'on représente un grand nombre de personnes qui sont issues de l'immigration ou des personnes racisées dont les familles sont au Québec depuis des générations et des générations, il y a encore existence du racisme systémique à l'intérieur même de nos structures syndicales. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut travailler à améliorer la démocratie dans nos instances syndicales en permettant une plus grande participation de l'ensemble des membres que l'on représente. Fait que c'est vraiment là multiforme, multidimensionnel, mais ce qui est important de se rappeler toujours, c'est que on est là pour l'avancement puis là, je vais utiliser l'expression de la classe ouvrière, de l'ensemble de la classe ouvrière, et non pas pour quelques individus ou quelques groupes à l'intérieur de celle-ci. C'est tout le monde qui doit être capable d'améliorer ses conditions de vie et de travail, sans exception. Vous avez nommé le racisme systémique, chose que notre premier ministre lui-même peine à nommer. Et c'est parmi les enjeux dont on entend beaucoup parler actuellement. Quels sont les autres enjeux qui nécessitent qu'il y ait cette collaboration-là, cette solidarité-là entre le milieu syndical et le milieu communautaire? En fait, je dirais l'ensemble des transformations sociales qui sont nécessaires. On vit dans un monde dont l'économie et le système politique est fondé sur l'exploitation d'une majorité par une minorité. Et ça, quel que soit... Et puis ça touche l'ensemble de la population. Là. Tu sais, je parlais du 1% versus le 99% dont on a beaucoup fait écho lorsqu'il y a eu le mouvement Occupy. Mais c'est pas parce que le mouvement Occupy s'est affaibli que cette réalité-là n'existe plus. Et d'ailleurs, la pandémie a été extrêmement révélatrice à cet égard-là. On a pu constater que l'ensemble des décisions qui ont été prises dans un objectif d'accumulation du profit, de réduction en fait, toutes les compressions budgétaires, la privatisation qu'on a connue les dernières décennies ont complètement massacré les services publics qui sont portés à bout de bras par des travailleuses et des travailleurs au cœur grand comme l'univers et sans qui, là, on serait pas mal plus dans la chenoute que ça. Et j'ai perdu un petit peu mon fil ce que je disais, c'est que la pandémie avait servi de révélateur pour montrer que ces services publics-là, ils sont essentiels, qu'il y a des inégalités sociales dans notre société, qu'elles perdurent et que l'on doit transformer le système en profondeur pour pouvoir mettre fin à ce qui a même causé... on va le dire comme ça, on va le dire crûment, la mort de personnes. Donc, les décisions politiques que l'on prend ont des impacts sur le vécu des gens au quotidien. Quand tu n'as pas l'argent pour pouvoir acheter de la nourriture pour tes enfants, c'est horrible et c'est une détresse, une souffrance que tu vis au quotidien. Donc, l'ensemble des gestes politiques, des mesures politiques que l'on adopte au gouvernement, ça a des impacts sur nos vies quotidiennes. Et tout à l'heure, je parlais de devoir de solidarité-là. Si on veut changer les choses pour qu'on puisse avoir accès à une société plus juste, plus égalitaire, pour en finir avec les inégalités que, une fois de plus, on a pu constater, qui ont été mises en lumière notamment par la pandémie, si on veut mettre un terme à ces inégalités sociales-là pour pouvoir vivre dans une société plus juste, équitable et respectueuse de l'environnement, on n'a pas le choix que de se solidariser, que de s'ouvrir les yeux et de faire des luttes des uns et les luttes des unes et des uns, celles des autres, parce qu'on est tous et toutes dans le même bateau, puis si on ne veut pas couler tout le monde ensemble, bien, il faut être capable de se solidariser. Mais dans le milieu syndical comme dans le milieu communautaire, ça fait des années
sans doute des décennies. J'ai pas assisté aux luttes syndicales des années 70, bien évidemment. Donc, on en entend parler, on lit à ce sujet. Juste dans les récentes années, on a entendu parler de privatisation, on a entendu parler du manque de ressources, on a entendu parler du fait que les personnes qui travaillent qui offrent les soins, qui tiennent debout cette société en offrant des soins au quotidien, n'ont pas ce qu'il leur faut pour faire leur travail comme il faut, pour servir la population comme il faut. Donc, c'est pas quelque chose qu'on vient d'apprendre, c'est pas quelque chose que la pandémie nous a soudain fait réaliser. Tout ce que la pandémie a fait, finalement, c'est faire craquer le vernis très, très mince. Exactement. Qui couvrait une situation dont on savait qu'elle était déplorable. Alors maintenant, au-delà du fait de répéter qu'on l'avait dit, que ça n'a pas été fait, qu'on en paye maintenant les conséquences, qu'on en voit maintenant la gravité. Une fois la pandémie terminée, qu'est-ce qu'on change pour que ça cesse d'être un discours puis qu'on voit ces changements-là concrètement dans la politique ou dans la société ou dans le milieu syndical ou communautaire? Qu'est-ce qui va faire qu'on va passer du discours à l'action d'une façon plus grande? C'est une excellente question. C'est une grande question. En fait, que ce soit avant, pendant ou après la pandémie, je vais peut-être répéter quelque chose que j'ai dit avant. Il y a un devoir de solidarité. Parce que qu'est-ce qu'il faut qu'il change? C'est pas mal tout. Ça passe par la sensibilisation. Qui il faut sensibiliser? Bien, ça passe pas juste par la sensibilisation. Ça passe aussi par la création d'un rapport de force qui va réussir à changer des choses, à renverser des choses. Parce que, on se le cachera pas, là, on n'a pas les leviers du pouvoir. C'est pas la population en général. Bien sûr, on vote à tous les 4 ans. C'est vrai. Mais est-ce que c'est véritablement ça qui change? Non. Si on ne se lève pas si on ne manifeste pas, si on ne s'organise pas tout le monde ensemble, si on ne fait pas connaître notre désaccord, les choses vont être encore pires que ce qu'elles sont. Je crois que on doit changer, en fait, les choses véritablement en profondeur. La recherche du profit à tout prix ne doit pas être l'objectif premier d'un État. L'objectif premier d'un État, particulièrement lorsqu'il est riche comme le Québec, puis oui, le Québec est riche, le Canada est riche, donc des États comme les nôtres qui sont riches, l'objectif premier devrait être le bien-être de la population. Et non, ça ne se mesure pas en termes de les entreprises sont-elles nécessairement les plus performantes et tout. Ça se calcule aussi sur combien y a-t-il eu de décès dans les CHSLD. Ça aussi, c'est un indicateur puissant qui devrait nous orienter pour changer nos façons de faire. Et ça, quant à moi, c'est essentiel. Tu sais, puis quand je parle là, des entreprises, là, combien de milliards les entreprises, puis là, je parle pas nécessairement du dépanneur du coin, là, on s'entend, là. Je parle, combien de milliards les entreprises les plus riches de notre société sont capables de cacher à l'aide de stratagèmes qui, tantôt ouvertement, tantôt pas ouvertement, dans des stratagèmes qui leur permettent l'évitement puis l'évasion fiscale, de mettre des milliards de dollars à l'abri. Et ça nourrit pas une population. Ça nourrit même pas l'économie d'une population. Si on veut parler en termes de chiffres, là, ça nourrit même pas l'économie d'une population. Tandis que si tu augmentes le salaire, par exemple, on a beaucoup prôné l'augmentation du salaire minimum à 15 $ l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu augmentes le salaire de quelqu'un qui est à très faible revenu, à faible revenu ou à moyen revenu, il va réinvestir immédiatement dans la communauté. Locale, oui. Il va pouvoir s'alimenter correctement, acheter, etc., etc. Donc, ce sont des bienfaits, des éléments qui vont participer à son bien-être, mais aussi à la communauté locale. Tandis que si on permet aux plus riches de ce monde de continuer à thésauriser puis à ramasser de l'argent, ben ils iront pas s'acheter une pinte de lait de plus ou des bottes pour les enfants l'hiver, là. Oui, ça fait longtemps que la théorie de la cascade, hein, comme quoi apparemment que les plus riches, ben leur richesse va avoir un effet de cascade qui va se rendre aux plus
plus pauvres. Je pense que ça, on l'a démonté depuis longtemps et toutes les preuves sont faites que ce n'est pas le cas, que ça sera pas le cas, qu'il faut changer le système pour arriver à distribuer cette richesse-là autrement. Et la solidarité, je pense, c'est quand même démontré aussi dans les dernières années, que ce soit la grève étudiante de 2012 qui a fait le tour du monde tellement elle était impressionnante, qui a aussi inspiré des étudiants à travers le monde. La plus récente aussi, la manifestation pour l'environnement. Est-ce qu'on aurait pu envisager voir 500 000 personnes défiler dans les rues de Montréal pour une cause comme l'environnement, bien qu'on en parle depuis des décennies? Ça n'avait pas apporté cette solidarisation-là au point où on peut la voir dans les rues. Est-ce que vous pensez que les jeunes vont s'impliquer dans les milieux syndicaux, dans les milieux communautaires pour concrètement continuer d'apporter des changements dans la société? Est-ce que vous les voyez, vous, dans les rangs? Parce que leur sensibilisation est là. On voit dans leur discours, on voit dans leurs intérêts que c'est vraiment très central à leur identité, ces enjeux sociaux-là. Mais est-ce que vous voyez cette passion-là se refléter dans les milieux syndicaux communautaires? De plus en plus, oui. Oui, puis c'est vrai que 2012, ça a été comme une espèce de vent de fraîcheur là, qui est venu donner une petite poussée dans le dos au mouvement, à l'ensemble des mouvements sociaux, parce que ce qui a commencé comme étant une grève étudiante est devenu un mouvement social large qui a traversé la société québécoise. Et comme vous le disiez, c'est même reflété à l'international. Et oui, on voit de plus en plus de jeunes qui sont maintenant dans les mouvements syndicaux puis qui s'y impliquent, qui s'y engagent. Je suis très heureuse d'apprendre ça parce que c'est vraiment une question que je me posais parce que je pense qu'à l'époque où on vit, il y a beaucoup on est plus que jamais conscient des inégalités. On est plus que jamais en contact avec des gens qui sont en dehors de notre réalité sociale, de notre réalité économique, qui viennent de partout. Mais je me demandais si ça restait en surface, si ça restait sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quand même de l'espoir au fait de savoir que la jeunesse s'implique aussi dans le communautaire. Et la pandémie a aussi permis de prendre le temps de réaliser ces inégalités-là. On a été exposés davantage parce qu'on avait rien d'autre à faire. Je pense qu'en quelque sorte, ça a fait qu'on s'est aussi beaucoup plus éduqués sur le sujet. Dans les milieux syndicaux, quelles sont les actions des milieux syndicaux pendant la pandémie dont vous êtes fiers ou qui ont concrètement participé à améliorer les choses dans une situation de crise sociale? Bien, premièrement, le travail que les gens ont fait au quotidien. Tout à l'heure, je parlais des gens dans les services publics. Le travail qu'ils ont accompli sur le terrain, c'est absolument fabuleux. Le travail aussi, et ça, on en parle peu, mais dans les syndicats locaux, le travail que les militantes et les militants ont fait pour la protection de leurs membres. Parce que c'est sûr que quand on se dit, il y a une pandémie, il y a un virus, on a vu toute l'adoption des mesures sanitaires, mais vous n'avez pas idée à quel point, dans plusieurs milieux de travail, pas dans tous, mais dans plusieurs milieux de travail, il y a eu des luttes syndicales épiques, ne serait-ce que pour avoir des équipements de protection individuelle, même pour accomplir son travail au quotidien, pour avoir des lieux de travail qui sont adaptés à la réalité, pour éviter que les gens se contaminent. Puis il y a eu des cas d'éclosion dans des milieux de travail. On a parlé des abattoirs au début, bref, des milieux auxquels on pense pas nécessairement, mais qui qui, grâce à la lutte qu'ont menée les personnes qui sont les militantes et les militants syndicaux au niveau local, ont réussi à avoir ces équipements essentiels, ont réussi aussi à avoir des primes parce que le contexte dans lequel ils travaillent est plus dangereux qu'auparavant, mais ça a été tellement des luttes épiques dans plusieurs milieux de travail que j'ose à peine imaginer ce qui s'est passé dans les milieux non syndiqués. D'ailleurs, à cet égard-là, nous, on s'est solidarisés au Conseil central, à la CSN, avec
entre autres avec des groupes qui travaillent en solidarité avec des travailleuses, travailleurs qui proviennent d'agences de placement et qui ont des enjeux encore plus grands en matière de santé et sécurité au travail et qui sont souvent des sans-statut et qui donc n'osent pas nécessairement prendre la parole parce qu'ils sont tellement vulnérables dû à leurs conditions à leurs conditions, leur statut, qui n'osent pas prendre la parole. Alors ça aussi, c'est un des devoirs que l'on a, c'est de mener ces luttes-là à l'intérieur des milieux de travail, mais aussi d'être capable de voir où sont les failles, où sont aussi les vulnérabilités. Puis moi, comme militante syndicale, que quelqu'un soit syndiqué ou non, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est est-ce que les droits de cette personne-là sont respectés? Et sinon, on va se lever puis on va militer on va s'engager pour que les droits de cette personne-là finissent par être respectés. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, les luttes des uns et des unes et des autres doivent devenir... bref, on doit lutter tout le monde ensemble. Je vais le dire demain, ça va être bien plus simple. Mais là, le milieu syndical, le milieu communautaire est beaucoup allé au front pour les gens, pour la classe ouvrière, pour les Québécoises et les Québécois pendant la pandémie. Est-ce que ça a exposé des failles? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'était peut-être pas tant conscient que c'était un problème parce qu'on y arrivait, parce qu'on était dans l'élan de la vie de tous les jours et du quotidien, mais que là, la crise sanitaire étant arrivée et ayant pris toute cette place-là, est-ce que ça a soulevé des failles dont on n'était pas conscient? Ou peut-être que ça a soulevé des failles que l'on ne voulait pas voir aussi. Comme par exemple le fait que l'exploitation de certains... en fait, l'exploitation que l'on fait auprès des travailleuses, des travailleurs, de la population, quand on parle des sans-statut, ça a permis de mettre ça en lumière. La position que occupent, malgré tout, dans notre société, des gens qui n'ont pas de statut et qui peuvent être expulsés du pays sur un claquement de doigts, alors qu'au quotidien, ils sont ceux et celles que l'on nomme les travailleuses et les travailleurs essentiels. Ça a permis de mettre ça en lumière. Ce que ça a permis de mettre en lumière aussi, c'est le manque de reconnaissance encore et toujours aujourd'hui du travail des femmes, notamment dans le secteur de ce qu'on appelle le care, le prendre soin, l'éducation, la santé, les services sociaux. Et ça, il y a une très forte proportion de personnes racisées qui travaillent dans la santé, les services sociaux, dans les services de garde, etc., etc. Mais ce que l'on observe aussi comme constante, tant chez les personnes qui sont racisées que chez celles qui ne le sont pas, la grande majorité, c'est le même pourcentage, soit plus de 85% de ces personnes-là qui sont des femmes. Donc, ça a permis aussi de mettre ça en lumière, que ça n'a pas changé. Et ce qui n'a pas changé aussi, c'est... oserais-je dire le mépris? Oui, le mépris, le manque de respect et de reconnaissance de la valeur du travail qu'elles accomplissent au quotidien. Qu'on associe encore à la vocation. Exactement, à la vocation, puis qu'inconsciemment, on continue à percevoir comme étant un prolongement de leur rôle traditionnel. Quoi? Donc, pourquoi est-ce que on les payerait plus pour ce qu'elles sont faites pour faire? Là, fait que ça, c'est quand même... Ça a permis de mettre en lumière que de dire, ce qu'on dit depuis des années, là, c'est que c'est pas réglé. Mm-hmm. Et l'autre chose que ça a permis de mettre en lumière, puis que moi, qui m'a heurtée, c'est aussi, puis je pense aussi au début, là, quand le premier ministre Legault avait sa tribune quotidienne pour parler, et puis là, c'est très correct aussi de parler de la pandémie, des mesures à prendre. La population québécoise avait besoin d'informations, mais ce que la population québécoise n'avait pas besoin, c'est de certains mensonges qui ont été proférés par François Legault lorsqu'il disait que, ben oui, les préposés aux bénéficiaires, ça fait des années que nous, on veut améliorer leurs conditions, mais c'est les syndicats qui veulent pas. Ouais, cette fameuse phrase qui avait frappé très fort, pas seulement dans le milieu syndical, mais dans la société aussi. Je veux dire, c'est absurde juste de dire qu'un milieu syndical dont la mission est d'améliorer la condition de ses membres
de dire que c'est le milieu syndical qui empêche. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puis là, c'était enrageant, d'autant plus que ça fait des années qu'on avait des revendications propres à justement les échelles salariales des préposés aux bénéficiaires et de d'autres femmes, de d'autres travailleuses et travailleurs dans différents secteurs, parce qu'on dit que leur travail n'est pas reconnu à leur juste valeur. Et donc, on doit reconnaître le travail au-delà des primes aussi. Les primes, oui, mais la reconnaissance dans la structure même de l'échelle salariale, sans vouloir entrer dans du jargon, ça, c'est important aussi parce que c'est par là que ça passe, là. Fait que tout ça, ça a permis à la pandémie de s'apercevoir... ça nous a permis, aux Québécois et aux Québécoises de constater que bien que beaucoup de choses aient avancé dans notre société, il reste encore tellement beaucoup à faire pour qu'on puisse parvenir à vivre dans une société qui est beaucoup plus juste, équitable pour l'ensemble des membres qui la composent. Mm-hmm. On pourrait en parler encore des heures, mais pour terminer, disons que dans la société civile, quand on n'est pas dans un mouvement syndical, quand on n'est pas dans le milieu communautaire, comment on fait pour se solidariser? Comment on fait pour faire partie de cette solidarisation-là sans faire partie d'un mouvement qui milite et qui défend ses droits et ses avancements et ses enjeux sociaux qui sont essentiels à l'équité et à la justice? Comment on fait? On s'informe, on écoute les gens autour de soi, parce qu'il y a aussi les injustices qui ont une base et un fondement collectif sont vécues au niveau individuel aussi. Donc, s'ouvrir à mon voisin, ma voisine, et aussi écouter, est-ce qu'il y a... S'il y a une manifestation qui passe devant chez soi, alors pourquoi ne pas la joindre? Pourquoi ne pas joindre des milieux où il y a engagement, que ce soit des groupes communautaires qui sont très proches de la population aussi. Puis il y en a dans les groupes communautaires, il y a énormément de secteurs, de besoins, de services, de populations cibles. Le mouvement communautaire rejoint un ensemble de personnes. Je pense bien sincèrement que tout le monde peut trouver une place pour s'engager. Tout le monde peut trouver une place aussi pour se solidariser. Puis, au-delà de tout, penser collectif, penser individuel, mais aussi penser collectif, penser à qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le sort de toutes et de tous, ainsi que le mien. Parce que quand on participe à des luttes sociales pour l'amélioration des conditions de vie, c'est aussi pour soi qu'on le fait. Ça a aussi des répercussions positives sur soi, puis je dirais même sur sa santé mentale, parce que, comme je le disais d'entrée de jeu, une des choses que je me suis aperçue, c'est que il y avait moyen de ne pas rester pris avec son sentiment d'impuissance, que la société est injuste et que le monde va mal. Ce moyen-là, ça s'appelle s'organiser, joindre les rangs des gens qui ont envie de se mobiliser et faire... Ou au moins porter leur voix. Exactement. Au minimum porter leur voix. J'en retiens que ça va nous prendre, après cette pandémie, encore plus de solidarité, encore plus d'écoute et de prendre le temps de regarder ce qui se passe de nous et au-delà de ce qui se passe autour de nous pour faire avancer ces enjeux. Et le Québec a un long historique de faire avancer les causes sociales, de réaliser des changements en ce qui a trait à la condition de ses citoyens. Donc, on se souhaite dans ces années folles, parce que les années folles reviennent. Oui. On est dans les années 20 et elles vont revenir. Donc, on se souhaite, Dominique Daigneault, ce changement social. Et je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous venez d'écouter l'un des 7 épisodes du balado Voir grand, en marge du forum organisé par le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome.